Aux quatre coins du monde, des gens filment l'inexplicable. Sur des téléphones cellulaires et sur des caméras de surveillance. Boum! Du Royaume-Uni aux États-Unis. Je l'ai vu pendant un bref instant, puis il a disparu. De plus en plus de phénomènes inexpliqués sont captés sur vidéo. Oh mon Dieu! La chaise a glissé sur le plancher. Oh mon Dieu! Benji sort d'ici. Dans cette série, nous recueillerons directement les récits des témoins. Une ombre noire avec des ailes a fondu sur moi. Nous verrons les images les plus terrifiantes. Il se nourrissait de mes peurs. Je ne pouvais pas lutter. Des extraterrestres. Les plus remarquables. Quelque chose s'est écrasé ici. C'est bizarre. Et les plus inexplicables que vous avez filmés. Je crois qu'il était possédé. Oh mon Dieu! Tout d'abord, faisons connaissance avec nos experts qui tenteront d'expliquer l'inexplicable. Je suis convaincue que la réalité est plus vaste que le monde matériel qu'on perçoit autour de nous. Je ne pense pas que la science et la raison détiennent toutes les réponses. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Certains phénomènes sont inexplicables. Dans la vie, je crois que tout s'explique. Je participe à des enquêtes scientifiques pour analyser les phénomènes qu'on nous rapporte, mais je vais aussi à la chasse aux fantômes dans mon temps libre. Je suis un sceptique pur et dur. Si ça me semble évident que c'est truqué, je vais le dénoncer. Je crois aux fantômes parce que j'ai déjà été en leur présence. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. La science a beaucoup de chemin à faire pour prouver l'existence de la vie après la mort. Ma mère était médium. Alors j'ai grandi avec les fantômes. La vie se poursuit après la mort. Et je crois qu'il y a toutes sortes de formes de vie sur d'autres planètes. Est-ce qu'il y a toujours une réponse à un phénomène inexpliqué? Non. Voici Surnaturel sur caméra. Dans cet épisode, un groupe aperçoit un ovni. Il se passe quelque chose! Au cœur de la forêt. C'était effrayant. Où qu'on aille, on se sentait observé. Une trouvaille improbable en bord de mer. Je ne m'explique vraiment pas ce que c'était. C'était horrible à voir. Une nuée d'oiseaux, digne d'un véritable film d'horreur. Qu'est-ce qui se passe? Et une boîte démoniaque. Il y a quelqu'un? Qui n'aurait jamais dû être ouverte. On avait peur tous les trois, je peux vous l'assurer. Commençons par nous rendre dans le comté de Suffolk, au Royaume-Uni. Des enquêteurs à la poursuite de manifestations extraterrestres. Oh, il y avait quelque chose près de toi. Finissent par être eux-mêmes poursuivis. Je viens de voir des lueurs. Et maintenant, j'entends des hélicoptères. Tous deux chasseurs d'ovnis, Jeff Young et Phil Bradshaw mènent l'enquête et tentent de recueillir des preuves d'activité extraterrestre depuis plus d'une décennie. On enquête inlassablement sur tout ce qui a trait aux ovnis. Après tout, il y a plus d'étoiles dans l'univers qu'il y a de grains de sable sur Terre. Si chacune d'elles est un soleil, et que chaque soleil a son propre système solaire, il doit y avoir de la vie quelque part. À mon avis, il faudrait être très naïf pour penser que dans un univers aussi vaste, il n'existe aucune forme de vie ailleurs que sur la Terre. Je suis fermement convaincu qu'il y a de la vie quelque part. Et l'un des endroits les plus prometteurs pour observer des ovnis, selon le duo, est la forêt de Rendlesham, dans le comté de Suffolk. La forêt de Rendlesham est devenue célèbre après que plusieurs témoins aient vu un ovni s'y poser en décembre 1980. On a surnommé cet incident l'affaire Roswell d'Angleterre. Il y a une base militaire aérienne juste à côté. Elle n'est plus en activité, mais a longtemps été utilisée par l'armée américaine. Depuis la tour de contrôle, un officier a vu des lumières vives parmi les arbres. Il a réuni une patrouille pour aller vérifier ce que c'était. Ils sont tombés sur un engin qui venait d'atterrir. L'objet lévitait au-dessus du sol et semblait presque émettre sa propre lumière. Les militaires auraient vu cet engin décoller et apparemment se séparer en plusieurs morceaux.
Malheureusement, toutes les preuves matérielles, comme les photos, les enregistrements et tout le reste, ont été confisquées. Soupçonnant une opération de dissimulation de la part de l'armée américaine et motivé par des témoignages de clignotements étranges dans la forêt depuis l'incident, Phil et Jeff décident de mener l'enquête avec deux autres passionnés, Mark et Clive. On est arrivé à la forêt de Rendlesham. Et c'est ici que l'événement se serait produit au mois de décembre 1980. Apparemment, des phénomènes bizarres ont lieu depuis ce jour-là. Les témoins parlent de silhouettes mystérieuses et de bruits inhabituels. Alors voyons voir ce qu'on va découvrir. On a installé notre équipement et on a attendu qu'il fasse complètement noir. C'était très irréel. On dirait qu'il y a très peu d'animaux dans le coin, non? Ouais. Quand on est arrivé plus tôt, je n'ai rien vu du tout. Pas le moindre écureuil, même pas d'oiseau. Normalement, en forêt, on entend le bruit des animaux. Ici, rien du tout. C'était vraiment le silence complet. Pas un bruit. Qu'est-ce qu'ils savent et qu'on ignore? Ils devaient avoir perçu quelque chose. Des témoins oculaires, des personnes tout à fait crédibles, ont vu des lumières étranges apparaître dans la forêt, sans pouvoir trouver d'explication. À l'époque, la base aérienne voisine de Woodbridge était utilisée par l'armée américaine. Alors tout laisse croire que cette région pourrait bien être un lieu d'activité extraterrestre. De nombreux témoins ont rapporté avoir aperçu des ovnis dans cette forêt, y compris le personnel militaire de la base qui était situé tout près de là. Alors ça rend le tout plus crédible. Je comprends très bien que des curieux aient envie d'explorer la forêt dans l'espoir de filmer un ovni. Non loin de l'endroit où l'OVNI aurait apparemment atterri dans la forêt, se trouve la maison de famille ancestrale du cinéaste Gary Lowe. C'est incroyable. J'habite à seulement 300 mètres de l'endroit où l'OVNI aurait été aperçu. L'idée que ma famille vive si près du site d'atterrissage ne me dérangeait pas particulièrement. Mais évidemment, j'y pense quand même de temps en temps. Jusqu'à ce qu'un jour, Gary soit lui-même témoin de quelque chose d'anormal dans sa cour. C'était à la mi-janvier. La journée était splendide, très ensoleillée. J'étais en train de filmer dans la cour et j'ai voulu faire un plan d'un avion qui passait au loin dans le ciel. Mais ma vue n'est pas aussi bonne qu'autrefois. C'est seulement une fois rentré et après avoir transféré la vidéo sur mon ordinateur que j'ai vu que ce n'était pas un avion. Plus tard, Gary et sa famille tentent d'expliquer l'inexplicable. J'avais filmé quelque chose de vraiment hors du commun, quelque chose que personne ne pouvait identifier. Et nos chasseurs d'ovnis soupçonnent une invasion extraterrestre. Mark? Clive? Il se passe quelque chose? Avenir. A-t-on affaire à un simple poisson d'avril? Ou à une vraie découverte macabre sur la plage? Je m'appelle Paul Jones, j'ai 49 ans et je vis tout près de Cambridge. Par un beau week-end d'octobre, Paul décide d'aller avec son épouse à Great Yarmouth. C'était l'anniversaire de ma femme et on a voulu passer la fin de semaine au terrain de roulotte de Yarmouth. C'est une tradition d'anniversaire. On se retrouve là-bas avec des amis, on boit et on fait la fête. Nos enfants sont grands, alors on est entre adultes. Vers la fin du week-end, le dimanche, on va souvent faire une longue promenade sur la plage pour guérir notre mal de tête. Mais au lieu de soulager le mal de tête de Paul, la balade lui réserve une vision sortie tout droit de l'enfer. Pendant qu'on se promenait, j'ai vu quelque chose. J'ai cru que c'était un sac à dos qui avait été rejeté par la mer. Mais en m'approchant, j'ai bien vu que ce n'était pas ça. C'était dégoûtant, horrible. Quelque chose qu'on s'attendrait à voir dans un film d'horreur, pas sur la plage de Great Yarmouth. Un corps en décomposition s'était échoué sur le sable. Ça mesurait environ 2 pieds et demi. L'un de ses flancs était complètement ouvert. Je ne savais pas vraiment ce que c'était. Au départ, j'ai cru que c'était un phoque, quelque chose comme ça. Mais j'ai vu que la queue était celle d'une sirène.
Et le haut du corps avait l'air quasiment humain. C'est difficile à décrire tellement c'était horrible. La queue semblait presque recouverte de caoutchouc, et non pas d'écailles. Mais le pire, c'était l'odeur. Ça empestait. On distinguait encore des cheveux. Un mélange de peau et de chair. C'était horrible à voir. Cette sinistre découverte plonge Paul dans la confusion. Je regardais autour de moi pour voir si quelqu'un essayait de nous jouer un tour et nous filmait. Mais il n'y avait personne sur la plage, à part nous. La chose avait l'air d'être là depuis un moment. Elle commençait à s'enfoncer dans le sable. J'ai voulu convaincre ma femme de venir voir, mais elle a refusé de s'approcher. Elle voulait appeler la police pour rapporter la chose. J'ai fini par téléphoner au Centre de conservation marine, qui a promis d'envoyer quelqu'un. On a entendu sur place une bonne heure, mais personne n'est venu. Puis la marée a commencé à monter. Alors, j'ai voulu ramasser la chose et la ramener avec nous. Mais ma femme a refusé qu'on la mette dans la voiture à cause de la puanteur. Même s'il n'a pas pu conserver son souvenir, Paul a publié sa vidéo en ligne une fois de retour sur la terre ferme, provoquant bien des remous. En quelques jours, la vidéo a été partagée plus de 49 000 fois, avec 23 000 commentaires. La plupart des gens disaient que c'était n'importe quoi. Mais il y avait quand même une bonne partie d'entre eux qui affirmaient que c'était réel. Une femme a dit que ça ne pouvait pas être une sirène, puisque les nageoires se trouvaient au mauvais endroit. Mais bon, je ne sais pas trop quelle était sa référence. Après tout, les sirènes ont été inventées il y a des centaines, peut-être des milliers d'années, pour servir de mise en garde aux marins qui partaient au large. Mais au fil du temps, comme bien des contes et des légendes, elles ont acquis un certain poids dans l'imaginaire fantastique. Est-ce que ça pourrait être une plaisanterie? Quelqu'un qui aurait voulu faire une blague? D'accord, si on regarde les nageoires, la silhouette, effectivement, on pourrait croire que c'est une sirène. Mais on sait que les sirènes n'existent pas. Alors, est-ce un canular? Je crois aux sirènes. Mais dans ce cas-ci, j'aurais besoin de voir une autopsie. Je suis sceptique. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une vraie sirène. Je ne crois pas qu'elles existent d'ailleurs. J'avoue que cette chose ressemble à une sirène, mais c'est sans doute un accessoire fabriqué par quelqu'un. Comme par hasard, Paul fabrique des accessoires d'Halloween dans ses temps libres. Vous ne croyez quand même pas qu'il essaierait de nous faire mordre à l'hameçon? Comme je crée des costumes pour Halloween, des gens m'ont accusé de l'avoir fait moi-même. À vous de voir, je sais ce que j'ai vu ce jour-là et j'aimerais bien pouvoir faire quelque chose d'aussi réaliste. Alors, à nous de nous faire notre propre opinion. Aux quatre coins du monde, de plus en plus de gens réussissent à filmer des phénomènes surnaturels. En Californie, la maison de cet homme semble avoir un petit défaut. Chaque fois qu'il siffle, il semble provoquer quelque chose d'indésirable. Il tient à prendre sur le fait le coupable qui ouvre ses portes. Il n'y a personne là-dedans. On dirait bien que cet esprit frappeur a horreur des sifflements. Oh, bon sang. Sérieux, c'est vous qui l'avez demandé. Les esprits semblent avoir un faible pour les cuisines. Au Canada, cet homme s'apprête à se verser un bol de céréales en pleine nuit. Mais quand il voit bouger la boîte, sa collation de minuit se transforme en terreur nocturne. À venir, en Floride, aux États-Unis, on se demande d'où proviennent ces chocs. Oh mon Dieu. Et on se mesure à une boîte démoniaque. Tu veux que je l'ouvre? Oui, s'il te plaît, c'est gentil. J'ai un peu de mal à le faire. C'était quoi ça? Je m'appelle Clayton, je suis créateur de contenu et je vis aux États-Unis, en Floride, à Spring Hill. Je fais des enquêtes paranormales que je filme pour ma chaîne YouTube. Salut tout le monde. Ça va les gars? Salut les gars. Ici Clayton et je vous emmène dans la nouvelle maison.
Inspiré par d'autres enquêteurs de phénomènes surnaturels, Clayton a commencé à documenter sa quête de l'étrange il y a environ 2 ans. Il se passait toujours la même chose dans ses émissions. Et ça m'agaçait. Quand les enquêteurs apercevaient quelque chose, comme une silhouette au bout du couloir ou une porte qui se fermait toute seule, ils passaient à autre chose, coupaient la caméra ou s'enfuyaient. Ils n'allaient jamais réellement au fond des choses. Je trouvais ça insupportable comme spectateur de voir quelque chose à l'écran. Oh bon sang, sans que personne ne s'en approche. Vous avez vu ça? En janvier 2019, ayant entendu des rumeurs d'un garage abandonné et hanté, Clayton et Heather, une collègue chasseuse de fantômes, décident d'aller voir par eux-mêmes. On était allé explorer un ancien garage où ils faisaient de l'entretien et de la réparation de voitures, des changements d'huile. Selon la rumeur, quelqu'un y serait mort après qu'un élévateur lui soit tombé dessus, ce qui a fait fermer le garage. Ça, c'est la porte. On vient d'entrer. On n'a pas encore vu l'intérieur, on s'apprête à commencer notre exploration. Et... on verra bien. Heather a son équipement, j'ai ma lumière bleue. Alors on y va. Prête? Allons-y. C'est parti. Et la promesse de Clayton de ne pas s'enfuir est mise à l'épreuve rapidement. Oh bon sang. Est-ce qu'elle s'est ouverte toute seule? Attends, ça venait de derrière la porte. Bonjour. Je ne suis pas quelqu'un de craintif, mais on sentait une présence du début à la fin. Le garage lui-même donnait l'impression qu'il y avait quelqu'un d'autre là, avec nous. C'était exactement le genre d'endroit auquel une entité ou un esprit aurait pu s'attacher. Oh, waouh! On ne nous a pas menti en nous conseillant cet endroit. Beaucoup d'activités. On entendait un bruit qui semblait provenir du bureau, pendant qu'on était dans le garage. Mais quand on se rendait dans le bureau, c'est dans le garage qu'on commençait à entendre des sons. Allô? Il y a quelqu'un? Bon, c'est évident que ça vient de là-bas. Je reviens pas. Qu'est-ce qui peut bien faire autant de bruit? En plus, cette porte est la seule qui mène à l'autre pièce. Oh mon Dieu. On a finalement compris que le bruit venait du plafond, au-dessus du couloir qui reliait les 2 espaces. Juste ici, il y a quelque chose. Je viens d'entendre cogner contre le plafond. Ouais, moi aussi. On jette un coup d'œil? Ok, tout le monde. Clayton s'apprête à monter pour ouvrir cette grille. C'est poussiéreux et sale. Ça a l'air lourd. Oh mon Dieu! C'est quoi? Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Tu ouvres la grille de ventilation et cet horrible truc rouge te tombe dessus. Ça va? T'es blessé? Je ne pense pas. On dirait presque... Mon Dieu, comment ça s'appelle? Une boîte... Une boîte à D-Book? Une boîte à D-Book. Une boîte à D-Book est un objet dans lequel on a enfermé un esprit maléfique en y mettant les effets personnels de quelqu'un, que ce soit des cheveux, un jouet préféré, un objet, ce genre de choses. C'est une sorte de sorcellerie. Je ne sais pas trop comment le décrire. Enfin, on scelle la boîte avec de la cire pour empêcher l'esprit de s'échapper. Un D-Book est un démon mythique malfaisant. Et on estime que les boîtes comme celle-ci comptent parmi les objets les plus maudits qui existent. Clayton doit à présent faire un choix. Laisser la boîte là où il l'a trouvée ou la prendre avec lui. On la porte avec nous? Je n'ai plus envie d'être ici. Moi non plus. Au moins, il y a de grandes portes. Oui, si jamais on doit partir en courant. J'ai l'impression d'étouffer ici. On avait peur. Au début, on ne savait pas quoi faire de cette boîte. Finalement, on s'est dit qu'on ne voulait pas la laisser là pour que quelqu'un d'autre la trouve, sachant qu'il y avait peut-être une entité enfermée à l'intérieur. Alors, on a décidé de la prendre. Je suis content, c'était cool. Oui, c'est vrai. Je ne vois rien, je dois retourner la caméra. Cette porte... Oui, on va sortir par l'avant. Mais après son départ précipité... On est sorti.
Alors qu'il retourne chez lui, Clayton se ravise. On recommande toujours à ceux qui trouvent ces boîtes de ne pas les ouvrir. Il faut les enterrer ou encore ne pas y toucher. Je préfère ne pas rapporter cette boîte chez moi. Je ne m'y connais pas trop. J'ai vu quelques vidéos de personnes qui les avaient ouvertes et je ne veux simplement pas prendre le risque de la ramener à la maison. Je me suis rendu dans un champ où je savais qu'il n'y aurait pas de circulation ni de passants et j'ai enterré la boîte à 2 pieds de profondeur. Revenons à Rendlesham. Le cinéaste Gary Lowe, qui vit tout près du site où des ovnis auraient atterri dans les années 80, réussit à filmer une image inexplicable. Quand j'ai transféré ce que j'avais filmé sur mon ordinateur et que je l'ai projeté sur grand écran, je n'avais pas la moindre idée de ce que c'était. J'ai demandé à chacun des membres de ma famille de venir y jeter un coup d'œil et de me donner son avis. Le fils de Gary, James, âgé de 12 ans, est lui aussi sous le choc. On aurait dit un astéroïde qui montait vers le ciel. C'était fascinant. Je suis sûre que c'était un ovni. Quand j'ai regardé la vidéo, j'avoue que mon cœur s'est mis à battre un peu plus vite. J'étais abasourdi d'avoir capté quelque chose d'aussi hors du commun avec ma caméra. Quand on imagine un ovni, on pense généralement à une soucoupe ou à un vaisseau de forme triangulaire. Mais l'objet ressemblait plutôt à une sorte d'œuf allongé et de couleur sombre. Il n'avait pas l'air de traverser le ciel à toute vitesse. À vrai dire, on aurait presque dit qu'il était immobile dans le ciel. L'explication rationnelle était qu'il s'agissait peut-être d'une météorite. Mais quand j'ai publié la vidéo en ligne, une foule de gens ont affirmé que ça ne pouvait pas être une météorite, puisque l'objet se dirigeait vers le ciel, et non vers la Terre. Le fait de voir tous ces gens commenter ma vidéo a vraiment renforcé ma conviction à ce moment-là. Je savais que j'avais réussi à filmer quelque chose d'extrêmement rare, quelque chose que personne n'était capable d'expliquer. La seule interprétation que j'ai, c'est que j'ai réellement filmé un objet volant non identifié par hasard et qu'on n'aura sans doute jamais d'explication. Maintenant, j'avoue que je n'aime pas trop sortir quand il fait nuit. S'il faut sortir les poubelles, je demande à ma femme de le faire. Dans la forêt de Rendlesham, tout près, nos chasseurs d'ovnis ne se laissent pas intimider par la noirceur et explorent ce fameux site d'atterrissage. Là-bas, parmi les arbres, Mark a vu une lumière blanche. Je l'ai vue au moins 6 fois. Regardez, je la vois. Oui. Et peu importe ce que c'est, ça se déplace. Elle est là-bas. Vous la voyez? Elle bouge? Oui. Elle est à ta droite, Jeff. À ta droite. Vu la hauteur de ces lumières, impossible que ce soit le reflet de nos lampes de poche dans les yeux d'un animal ou quelque chose du genre. Elle semblait flotter au moins 6 pieds au-dessus du sol. Je n'avais encore jamais vu une chose pareille. On ne se trouvait près d'aucune route. Il faisait noir. Si ça avait été quelqu'un avec une lampe torche, la lueur aurait été plus près du sol. Elle se déplaçait au-dessus d'une partie très accidentée de la forêt. Impossible de marcher par là sans tomber et se blesser gravement. À mon avis, l'un des phénomènes les plus inexplicables à s'être produit cette nuit-là, pendant notre enquête, c'est cette lumière très vive qui est apparue soudainement, tout près de la base d'un arbre. C'était comme un rayon lumineux qui semblait provenir d'au-dessus de nos têtes. Il a éclairé une zone bien précise autour des racines de l'arbre. C'était un rayon très localisé, très lumineux. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi éclairer cet arbre et aucun autre? Pourquoi seulement là-bas? Il y a bien un halo de lumière très délimité. Et si on regarde le ciel, la lune est haute derrière nous, cachée par les arbres. Ce n'est pas la lune. C'était si rapide. On l'a ralenti après coup. C'était fascinant. Le rayon ne pouvait venir que d'une direction. D'en haut. Mais ils verront bien plus que des lumières étranges. Je vous le jure, j'ai vu quelque chose bouger. Qui va là? Pendant une brève seconde, j'ai vu une chose noire bouger près de la caméra. Mais impossible que quelqu'un ait pu marcher près de nous dans la forêt sans faire le moindre bruit. Un promeneur avec une lampe de poche n'aurait pas pu faire ça.
On est venu ici ce soir pour vous parler. Je ne sais pas ce qui bougeait parmi les arbres, mais c'était énorme. Au moins 20 pieds de hauteur. À l'aide d'un détecteur de voix électronique, Jeff tente de communiquer avec l'entité qu'il a sentie. Pouvez-vous vous manifester, s'il vous plaît? On a aperçu des lumières. Est-ce que c'était un signal de votre part? Étiez-vous ici en 1980, quand des témoins ont rapporté avoir vu un objet volant non identifié atterrir dans cette forêt? Est-ce que vous étiez là? En faisant rejouer l'enregistrement, on a pu entendre une voix. Mais impossible de distinguer des mots. Puis on a entendu des chants. Je ne crois pas qu'un être humain normal aurait pu produire des sons comme ceux-là avec sa voix. On aurait dit une sorte de gargouillis. J'ai eu l'impression que la voix disait la même chose encore et encore, d'un ton très monocorde. J'ai douté de moi. Je me suis dit que j'imaginais ces sons. Mais mon collègue s'est tourné vers moi pour me demander si je les entendais aussi. On entendait tous la même chose. C'était très étrange et difficile à expliquer. Les gens de la région voient apparaître des lumières inhabituelles dans cette forêt depuis environ 40 ans. Vous revenez souvent? Pouvez-vous nous parler? Ce n'était pas une voix humaine. C'était l'un des sons les plus étranges qu'on ait enregistrés. À venir, d'autres phénomènes vont se produire. Non. Quoi? Oh! Puisque nos chasseurs d'ovnis ne sont pas seuls dans la forêt. Oh! Il y avait quelque chose près de toi. Tu plaisantes? Non, non, non. Mon Dieu, ce n'est pas drôle. On rapporte fréquemment des témoignages d'ovnis, un peu partout dans le monde. Qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. Je ne sais pas, hein? Dans cette vidéo, un objet volant non identifié semble flotter dans le ciel nocturne, juste au-dessus d'une ville d'Hawaï. C'est une météorite? Des passants tentent de trouver une explication, effrayés par ces lumières à la provenance mystérieuse. Ça me fait peur. Mais certains objets volants sont tout à fait identifiables. Qu'est-ce qui se passe? Ici, le ciel grouille d'oiseaux qu'une femme a filmé tout en se réfugiant dans sa voiture. C'est terrifiant. Ces oiseaux tendent à se rassembler en larges volées, là où la nourriture est abondante. Oh, c'est trop bizarre. Ce spectacle inquiétant Ils sont sur ma voiture. paraît tout droit sorti d'un film d'horreur. C'est dégoûtant, partez. Je suis rentrée dans ma voiture juste à temps. C'est vraiment ridicule. En Géorgie, aux États-Unis, un étrange brouillard spatial. On voyait clairement que cette chose venait du ciel, et on aurait dit qu'elle déformait le temps et l'espace. C'était l'une des choses les plus inquiétantes que j'ai vues de toute ma vie. Grace Kelly, 36 ans, a capté des images résolument hors du commun sur une caméra de sécurité qu'elle a fait installer à l'arrière de sa maison. C'était une caméra avec un détecteur de mouvement qui s'active quand quelque chose bouge. Le soir, après avoir posé la caméra, Grace et son copain Jonathan vont souper au restaurant. J'ai reçu une alerte sur mon téléphone pour m'informer qu'un mouvement avait été détecté. Malheureusement, je n'ai pas pu regarder ce que la caméra avait filmé avant d'être revenue chez moi. Et quand on est rentré, tout était en place et tout avait l'air normal. Je me suis demandé ce qui avait activé la caméra. Je me suis assise et j'ai ouvert la vidéo sur l'écran de mon téléphone. Au début, je ne comprenais toujours pas ce qui l'avait déclenché. Les 3 ou 4 premières secondes ne montraient absolument rien et tout était immobile. Mais en regardant plus attentivement la vidéo, Grace repère vite l'anomalie qui a activé la caméra. Ça ressemblait à de la fumée ou à du brouillard. Ça partait du coin, en haut à gauche. L'écran a commencé à s'embrumer, mais le nuage est descendu peu à peu. Ensuite, il a semblé s'immobiliser au-dessus du sol. Il était extrêmement brillant. Il émettait une lumière bleue et blanche. Je sais que ce n'était pas un problème technique, ni un défaut de fabrication de la caméra ou une question de réglage. On voyait bien ce brouillard faire du surplace et même onduler, comme s'il avait une vie propre. Enfin, il a touché le sol et après avoir atterri,
Il a eu l'air d'avancer à toute vitesse en direction de la maison. Puis, il a disparu subitement. La caméra montre le gros nuage lumineux qui s'éloigne, puis qui repart vers le ciel. Ensuite, l'éclairage revient peu à peu à la normale. Mais pendant qu'il remonte, on voit clairement que l'image à l'écran se déforme. On dirait que l'espace et le temps sont étirés au maximum, puis tout d'un coup, l'image se détend et les choses reprennent leur forme habituelle. Tout est fini. Ce que j'ai filmé, ce n'était pas une apparition, pas une chaise qui bouge toute seule. On voit clairement que cette chose venait du ciel. Et on aurait dit qu'elle déformait le temps et l'espace pendant une petite seconde. Comme si quelque chose pénétrait dans notre monde. On rapporte une foule de phénomènes météo étranges un peu partout dans le monde. Des formations de nuages, des éclairs et tout un tas de dérèglements du climat. Bien sûr que c'est de l'activité paranormale. Je vois clairement l'entité qui atterrit. Et si vous regardez de près, vous la verrez aussi. On voit des pieds et des jambes qui émergent de la brume et qui se posent sur l'herbe. Ça n'a rien à voir avec le ciel. C'est une question d'interprétation du phénomène naturel qu'on a filmé grâce à cette caméra. Ce brouillard était vraiment terrifiant. On aurait même dit que quelque chose émergeait de son centre. Honnêtement, c'est la chose la plus déstabilisante que j'ai vue de toute ma vie. Je n'arrive toujours pas à trouver d'explication. Revenons en Floride, où après avoir trouvé une boîte à 10 boucs dans un garage abandonné... Oh mon Dieu! C'est quoi ça? Clayton a décidé de l'enterrer dans un champ. Je préfère ne pas rapporter cette boîte chez moi. Je ne m'y connais pas trop. Mais après un mois à avoir l'esprit tourmenté par la boîte, il n'a d'autre choix que de satisfaire sa curiosité. Une nuit, je suis retourné au même emplacement et j'ai déterré la boîte. Ensuite, je l'ai rapportée là où on l'avait trouvée. Cette fois, on est avec Patty, une autre spécialiste. Bonsoir tout le monde. On avait peur, tous les trois. Je peux vous l'assurer. Mais en même temps, c'est notre métier. C'est ce qu'on recherche en tant qu'enquêteur de phénomènes paranormaux. On la porte là-bas? D'accord. Tu la prends, Clayton? Ouais. En même temps, on était fébriles. On voulait ouvrir la boîte. On avait fait des recherches pour savoir comment se protéger. On a pris toutes les précautions nécessaires. Que nous trouvions notre force chez le Seigneur, dans la puissance de son esprit. Après avoir récité une prière de protection et fait brûler de la sauge pour purifier la pièce de ses mauvaises ondes, je vais en refaire brûler un peu. Ils ouvrent enfin la boîte. On voulait tous voir à l'intérieur, mais personne n'avait vraiment envie de l'ouvrir. Finalement, c'est Patty qui a commencé à défaire l'enveloppe de cire. Regardez toute cette cire qui se défait. S'il y a un esprit là-dedans, il ne me fait pas peur. La cire était très dure. Je ne m'y connais pas tellement, mais elle semblait extrêmement vieille. À voir comment elle craquait et tombait en morceaux. OK. Oh, wow. Wow, regardez ça. Non, mais ça, c'est une boîte antique. J'en ai presque jamais vu comme celle-là. On voit un triangle gravé sur ce côté. Des symboles étranges sur cette face-là. Comment on l'ouvre? Est-ce qu'il y a des charnières? Qui sait? Tu veux que je l'ouvre? Oui, s'il te plaît. J'ai un peu de mal à le faire. Oh, bon sang! C'était quoi ça? Presque instantanément, on a entendu un choc, ou en tout cas, un mouvement, comme si quelque chose avait foncé dans le mur derrière nous. Dès qu'on l'a ouverte? Oui, exactement. Là-bas, tout au fond. On a su tout de suite que c'était une force sombre. Quel que soit l'esprit qui est sorti de la boîte, ce n'est pas lui qui a produit ce son. Au contraire, il était si maléfique qu'il a chassé les esprits déjà présents. Il a vidé le bâtiment de tout ce qui le hantait, si on veut. Il leur a fait peur. On n'est plus seul ici. C'est complètement fou. Dès qu'on l'a ouverte. Oui! On sentait quelque chose. On avait des frissons, on avait la chair de poule. Il y avait quelque chose de pesant. Et une fois la boîte ouverte, les bruits étranges se multiplient dans le garage. Je n'ai pas très envie d'aller voir ce que c'était. Je me suis retournée. Mon Dieu. Prête-moi ta lampe de poche. On va peut-être voir quelque chose. Il y a quelqu'un ici?
Qu'est-ce qu'on a là? Oh, attention. Il y a des clous sur les côtés. Éclaire là-bas. On a tous entendu un bruit de collision ou de course, comme si quelque chose s'enfuyait pas très loin de nous dans la pièce. C'était une grande pièce toute simple, où il n'y aurait pas eu d'endroit pour se cacher. Je crois qu'en ouvrant cette boîte à D-Book, Clayton a libéré l'entité qui se trouvait emprisonnée à l'intérieur. À mon avis, c'est ce qui a provoqué le bruit assourdissant et les coups qui les ont tous terrorisés. Le pire scénario possible quand on ouvre une boîte à D-Book, c'est de libérer un être maléfique qui s'attache à un vivant. C'est une sorte de démon qui n'a qu'un seul but, exercer son emprise sur l'âme d'un être humain. Et c'est ce qu'on appelle la possession. Si je trouvais une boîte à D-Book, je la laisserais exactement là où je l'ai trouvée. Je n'essaierai pas de la déterrer, ni de la déplacer, ni de la ramener chez moi. Et chose certaine, je ne l'ouvrirai pas, car c'est souvent la curiosité de l'être humain qui le perd. Je ne prendrai pas ce risque. Le cœur battant à tout rompre, les trois complices examinent ensuite le contenu de la boîte. On dirait une sorte d'objet noir et... C'est quoi ça? Des feuilles? On la vide? Oui, des feuilles de maïs. Mais c'est quoi cette chose noire? Mon Dieu, c'est quoi? C'est vraiment sinistre. Regardez. Je n'en reviens pas. Le fond de la boîte était tapissé de très vieilles feuilles de maïs. Elles enveloppaient un objet plus ou moins rond qui avait l'air d'une sorte d'œuf. Il était très dur. On aurait dit que l'œuf lui-même était recouvert de goudron noir. Mais il était séché, alors il était très solide au toucher. C'est pas un animal mort? On dirait qu'il est fait en plastique. Est-ce que tu crois qu'on peut le briser pour l'ouvrir? Je ne sais pas, touche-le. Ouais, il est creux. Des feuilles de maïs, un bout de fil et cette chose en plastique. C'est si étrange, je ne sais même pas quoi en penser. Clayton, Heather et Patty ne comprennent pas trop le contenu de la boîte. Mais une chose est claire, la présence tenace n'a aucune intention de repartir. Oh! Oh mon Dieu! J'ai failli avoir une crise cardiaque. La caméra bouge trop lentement. OK, qu'est-ce qui se passe ici? C'est le signal du départ pour Clayton et ses collègues. On est parti tout de suite. On n'était plus à l'aise de rester. C'est fini, on rentre. On a la boîte. Quelle que soit la vraie nature de la boîte ou de son contenu, Clayton a appris qu'il valait mieux laisser certaines choses là où on les a trouvées. Je ne comprendrai jamais tout à fait le sens derrière cette boîte. Je l'ai enterrée et je ne compte plus jamais retourner la chercher. On est tous d'accord, on ne refera plus ce genre de choses. On sent qu'on a eu de la chance. Et pour le reste de mes jours, en repensant à mes enquêtes paranormales, je sais que je vais toujours me souvenir de cette boîte. Et je vais toujours me poser les mêmes questions. Est-ce qu'il y a aujourd'hui dans la nature un esprit que j'ai libéré? Est-ce qu'il serait maléfique ou bienveillant? Est-ce qu'il est lié à moi, même s'il n'a pas encore su me retrouver? Des découvertes lugubres sont filmées tous les jours à l'aide d'une caméra dans le monde entier. À Londres, deux colocataires croient avoir détecté quelque chose de sinistre sous leur canapé. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ce dessin représente? Je ne comprends vraiment pas. On nous a vendu un sofa hanté! Oh non! Elles rassemblent tout leur courage et décident d'en avoir le cœur net. Je ne veux même pas le savoir! Malgré la peur de ce qu'elles pourraient découvrir. Après avoir complètement disséqué leur canapé... Il n'y a rien là-dessous. Tant mieux. Juste des nuages de poussière. Elles sont malheureusement toujours loin de résoudre le mystère. Il pourrait encore y avoir quelque chose là, derrière. Mais non, ce sont les coussins. Et pour couronner le tout, elles ont maintenant besoin de nouveaux canapés. Bon, formidable. Dans une cour en Nouvelle-Zélande... Viens voir. C'est quoi? Une autre trouvaille sordide. Un monstre préhistorique? Qu'est-ce que c'est? Regarde-moi ses dents. Au départ, ils croient qu'il s'agit d'une anguille. Ça n'a pas de pattes. Regarde. Ce n'est pas une anguille avec ses dents. Tu as raison, ça n'y ressemble pas du tout.
Peut-être une sorte de lézard dans ce cas. Il a une drôle de tête. Et il me semble qu'aucun lézard n'a des dents aussi longues. Finalement, il se résigne et la créature conserve son mystère. Je n'ai jamais vu une chose pareille. De retour dans la forêt de Rendlesham, après avoir enregistré des clignotements lumineux et des champs inconnus sur un site d'atterrissage d'OVNI, Jeff et Phil étaient décidés à trouver des preuves d'activité extraterrestre supplémentaires. J'ai averti les membres de mon équipe que je voulais aller voir de plus près pour découvrir ce qui pouvait bien émettre ces lumières. Ils sont restés au site d'atterrissage. Moi, j'ai pris une caméra et un enregistreur numérique. On avait tous des walkie-talkies. J'ai ramassé mon équipement et j'ai marché sur un petit sentier dans cette direction pendant un peu moins d'1 kilomètre. Je voyais un gros globe de lumière blanche qui était en mouvement et qui se déplaçait au loin, derrière les arbres. Mes collègues pouvaient le voir depuis leur position, et moi aussi. J'ai pris mon walkie-talkie pour leur décrire ce que je voyais de mon côté, mais il ne fonctionnait plus. Mon walkie-talkie vient de lâcher. Pourtant, les batteries sont neuves. Plus rien. Désormais privé de tout moyen de communication, Jeff se rend compte avec horreur qu'il n'était pas seul. Il y a une lueur, quelque part devant moi, dans la forêt. Et maintenant, un hélicoptère. Qu'est-ce qui se passe? Jeff soupçonne alors l'armée américaine d'avoir été mise au courant de leur enquête. J'ignorais ce qui se passait dans cette forêt, mais les militaires, eux, étaient au courant. Qu'est-ce qui se passe? Ils voyaient les lumières, et ils étaient eux aussi en train de les traquer. Je ne plaisante pas. Il y avait des lueurs. Dans les arbres, ou parmi les arbres. Et pile au même moment, ces hélicoptères sont arrivés pour survoler exactement cet endroit. Il se passe quelque chose. Bon sang. Je ne pouvais pas expliquer la présence d'un hélicoptère, alors que la base aérienne n'était plus en service. Ça n'avait aucun sens. Mark? Clive? Il se passe quelque chose? Un autre hélicoptère militaire est apparu. Il y en avait maintenant 3. Je regardais les lumières et mes collègues pouvaient les voir aussi. On filmait les hélicoptères, on les surveillait, eux et les lumières. Eux nous surveillaient, ainsi que les lumières. Je me suis demandé dans quel pétrin on venait de se mettre. Je viens de voir des lueurs. Et maintenant, j'entends des hélicoptères. Mon walkie-talkie ne fonctionne plus. J'avais peur. C'était effrayant. Où qu'on aille, on se sentait observé. Difficile d'expliquer pourquoi. On parle bien d'un endroit public, une simple forêt où on devrait normalement pouvoir se promener. Alors pourquoi y avait-il des hélicoptères pour les épier? De nombreux gouvernements veulent nous cacher le nombre de fois où d'autres formes de vie ont visité la Terre. Est-ce que ce sont vraiment des objets volants non identifiés de nature extraterrestre ou y a-t-il autre chose en jeu? De retour au site d'atterrissage, Mark et Clive s'apprêtent à vivre quelque chose d'encore plus angoissant. On dirait que ces lumières sont partout, vous ne trouvez pas? Oh! Quoi? Non! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Il y avait quelque chose près de toi. Tu plaisantes? Non, non, non. Oh mon Dieu. Ce n'est pas drôle. C'était tout près de toi, juste ici. Une chose qui avait ta taille. J'ai dû parcourir une longue distance tout en transportant l'équipement pour revenir auprès de mon équipe. Je ne pouvais plus les appeler. Tout avait lâché. Je vais essayer de retrouver Mark et Clive. Quand je suis arrivé, ils semblaient en panique. Tu le sais comme moi, je suis un grand sceptique, pas vrai? Oui. Mais j'ai vu quelque chose pendant que tu étais parti. Juste à côté de Clive. Pendant une brève seconde, j'ai vu une réplique parfaite de lui-même qui se tenait debout à ses côtés. Mark a vu un double. Je voyais bien la terreur dans ses yeux. J'étais confus. Les hélicoptères, les lueurs. Je leur ai dit, on ramasse l'équipement, on s'en va.
Phil et Jeff essaient toujours de comprendre ce dont ils ont été témoins cette nuit-là dans la forêt de Rendlesham. On sait qu'on a eu affaire à des événements que... je n'arrive toujours pas à m'expliquer. En revoyant les enregistrements, on voit très bien qu'on a réussi à capter une manifestation inhabituelle. Est-ce une activité paranormale, extraterrestre, ou simplement un phénomène naturel? Qui sait? Mais le duo reste persuadé que cette histoire cache encore de nombreux secrets. Cette nuit-là, je crois qu'on a aperçu des soldats de l'armée américaine en train de traquer des ovnis en pleine forêt de Rendlesham. Et tout a commencé au mois de décembre 1980. Quant à la base aérienne abandonnée, selon moi, elle ne l'est pas du tout. On y mène toujours des opérations. On sait ce qu'on a vu cette fois-là. Et je crois que les soldats qui pilotaient les hélicoptères détiennent bien plus d'informations sur ce qui se passe réellement dans la forêt de Rendlesham. Aux quatre coins du monde. Ouvre la porte. Plus que jamais, des gens captent des événements qui paraissent inexplicables. Bon sang! Sur leur téléphone cellulaire. Il y avait quelque chose près de toi. La balle! Et sur des caméras de surveillance. Oh mon Dieu! Comme ces dispositifs font maintenant partie de notre quotidien. Oh mon Dieu! J'ai vraiment craint pour ma vie. Ce n'est qu'une question de temps. C'est inexplicable. Avant que vous ne réussissiez à capter le surnaturel sur caméra. Oh! Oh! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Lou! Bon sang, Lou!